Dans cette capsule, nous allons poursuivre notre analyse des gradients. Nous allons commencer tout d'abord par regarder voir comment notre compréhension de la propagation du gradient dans un réseau va nous permettre de mieux analyser et de mieux comprendre l'impact qu'il a sur l'apprentissage. Notamment, on va le faire pour un exemple du gating. Ensuite, on va regarder voir comment le gradient se propage dans la couche softmax qui est très utilisée pour la classification des images, par exemple, ou du texte. Et finalement, on va faire une conclusion pour tout l'ensemble des capsules qu'on a vues aujourd'hui. Dans ce premier exemple, on va voir l'impact d'utiliser une porte de type tutoriel, qui ressemble un peu à une porte et logique, sur l'apprentissage. Donc, comment le gradient se propage à travers un tel mécanisme. Une gate, essentiellement, donc on va l'avoir ici. On a un signal de contrôle qui vient contrôler voir si ou non le signal A, ici à l'entrée, passe. Donc, ce signal de contrôle-là, c'est le signal B. En général, il va être généré par un réseau. Ici, j'ai appelé le réseau C. Donc, le réseau C va calculer des choses, générer un signal, et il va déterminer si, par exemple, la sortie du réseau A va passer au travers ou va simplement être bloquée. Donc, ici, à la sortie, on va avoir des zéros. La fonction tout ou rien qui contrôle qui représente notre gate, c'est celui-ci. Donc, vous voyez, quand mon signal de contrôle est négatif, le signal de contrôle ici, ben, la sortie, dans le fond, de H est de 0. Et lorsque on devient positif, la sortie de H devient égale à 1. On réalise donc la gate en faisant la multiplication entre H ici et le signal d'entrée ici, A. Donc, c'est la sortie ici de notre gate. Donc, on l'appelle tout ou rien parce que soit que le signal A est complètement atténué ou soit que le signal A passe complètement. On va maintenant analyser le comportement de ce réseau-là pour 3 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est celui-ci où le signal de contrôle est négatif. Donc, rappelez-vous ici, c'est la partie où on atténue complètement le signal. Donc, il ne va rien sortir ici. On va avoir des zéros. Et si on regarde la propagation du gradient, notre gradient qui va arriver par en haut, parce que rappelez-vous, notre PET va être calculé à la tête du réseau, et donc le gradient va descendre, va se backpropager. Donc, quand le gradient arrive à la gate, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous avez ici la sortie de la gate, c'est égal à 0 parce qu'on est dans la zone ici. Donc, le gradient qui est rendu ici à G, vu que, donc, si vous rappelez la règle de multiplication, lorsqu'on propage notre gradient, ça veut dire que notre gradient qui s'en va vers la partie ici va être égal à G fois la valeur numérique ici qui est 0. Donc, on va avoir 0 gradient qui va se propager ici. Ensuite, on va voir le gradient qui va descendre dans cette branche-ci. Le gradient va être égal à quoi? Il va être égal à donc G fois A pour descendre dans cette branche-là. Par la suite, on a maintenant notre fonction. Donc, ça, c'est la sortie ici de notre gate. Maintenant, on a notre fonction h de b, qui est cette fonction-là ici. Et quelle est la dérivée de notre fonction h de b dans la partie négative? Bien, la dérivée, elle est nulle. La fonction, elle est plate. Donc, vous voyez ici, j'ai donc un gradient, une pente de 0. Donc, je vais prendre mon signal ici, mon gradient qui est égal à AG. Je multiplie par 0. Et qu'est-ce que j'obtiens donc ici? Un signal, un gradient, donc de 0. Donc, en bout de ligne, je n'ai pas de gradient qui va se propager vers le réseau A ici. Et je n'ai pas non plus de gradient qui va se propager vers cette branche-là. Donc, si vous vous rappelez, ici, j'avais un réseau qui allait générer ce signal de contrôle-là. Donc, si je n'ai pas de gradient qui circule d'un côté ou de l'autre, ben, tout ce qui est en amont de la gate ne va pas apprendre, puisqu'il n'y aura pas de mise à jour. Le gradient est nul. C'est un peu un cas similaire à la relue qui est inactive. Deuxième cas de figure, c'est celui où le signal de contrôle est plus grand que B. Dans ce cas-ci, tout le signal ici va passer. OK? Donc, c'est dans cette zone-là ici de notre gate. Donc, encore là, si on fait la propagation du gradient, le gradient qui arrive de la tête, de la perte, de la sortie de la tête, donc on descend ici. Donc, le gradient dans cette branche-là ici, ça va être quoi? Ça va être la valeur du gradient fois la valeur ici numérique de 1. Donc, on obtient donc un gradient de G. Donc, c'est quand même pas une mauvaise nouvelle, on va avoir un gradient qui va se propager. Ensuite, de ce côté-ci, on va avoir donc G fois A. On obtient donc un gradient de AG. Mais encore le même problème qu'au cas précédent. Vu que le gradient de ma fonction ici, il est nul, hein, eh bien, le gradient que j'ai calculé ici, je vais l'utiliser de le multiplier par 0. Donc, ici, je ne vais pas avoir de gradient. Conséquemment, j'ai mon gradient qui passe très bien
vers le réseau A, mais toujours pas de gradient qui circule vers le réseau B, qui est sur le réseau qui contrôle la, la gate. Troisième cas de figure, c'est un cas qui est un peu, disons, exceptionnel. C'est le cas très exact où le signal de contrôle serait égal à 0. Donc, je serais ici dans cette position ici. Et là, ce qu'on peut constater, c'est que la dérivée de la fonction de la gate, essentiellement, il est infini. C'est une fonction de type échelon. Donc, quand j'arrive, quelle est la valeur aussi, quelle valeur j'attribue à h? Je pourrais donner 0, je pourrais donner 1.5. Donc, c'est un peu problématique. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation ici. Mais là n'est pas tant le problème, c'est que mon gradient ici, qui est de AG, la pente étant infinie dans ma fonction h, je dois prendre ce gradient-là, le multiplier par une valeur infinie. Là, j'obtiens donc un gradient infini. Et là, si j'ai un gradient infini, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est comme si vous preniez un marteau et vous tapiez sur des poils et ça va exploser dans toutes les directions. Là. Le système n'est pas fait pour tolérer ça. Donc, je ne vais pas vraiment apprendre. Je vais juste donner un coup de massue sur mon réseau. Donc, vous voyez, pour les trois cas de figure possibles, soit que j'ai pas de gradient, soit que j'ai un gradient, mais juste pour une partie du réseau, comme on le voit ici, ou finalement, soit que j'ai un gradient infini, et là, avec un gradient infini, ben, c'est pas possible d'apprendre. Donc, vous voyez, pour une barrière, pour une gate de type tout ou rien, ben, même si on penserait que ça pourrait être une bonne idée, la réponse est non, nos gradients sont pas bons, on ne pourra pas apprendre avec d'un réseau qui contient ce type de barrière. En résumé, donc parfois mon réseau ici va être capable d'apprendre lorsque le gradient va bien se propager, c'est dans la situation où la gate est activée, mais dans aucun cas, je vais avoir un bon gradient qui va circuler vers le réseau Z. Donc, conséquemment, ce réseau-là C ne va jamais apprendre. Ceci étant dit, on pourrait le voir essentiellement, le réseau C, comme étant un réseau qui va produire, si vous voulez, de façon un peu étirée, c'est comme s'il y avait des features aléatoires qui ne sont jamais appris. Ce qui va se produire, c'est que le réseau A ici va apprendre à gérer la situation d'un réseau C qui génère des signaux ici peu corrélés avec la tâche. Lui, dans le fond, le réseau A va finir probablement par exploiter ce type de features-là. C'est un concept qui existe déjà dans la littérature, le concept des features aléatoires. C'est un peu ce qui va se produire ici. Mais disons que c'est pas une bonne façon. On va gaspiller beaucoup de ressources, dans le fond, dans notre réseau. Donc, on ne va pas vouloir privilégier ce type d'approche-là. Et si vous le rappeliez, si vous vous rappelez, j'avais déjà mentionné au début du cours comment on essaie d'avoir des algorithmes qui sont, on va dire, soft. Donc, on va tendance de vouloir adoucir nos fonctions, d'avoir des fonctions qui font 0, 1, mais rien entre les deux. On va prendre des fonctions qu'on dit plus douces, par exemple comme la sigmoïde. Pourquoi? Parce que la sigmoïde va être capable de nous donner des dérivées qui sont relativement belles, parfois un peu faibles en extrémité, mais qui sont quand même, la fonction elle est différenciable de façon continue, comparativement à la fonction d'une gate tout ou rien qui n'est pas dérivable essentiellement en aucun point. Ben, qui est dérivable, excusez. La dérivable, elle est plate. Je veux dire, la dérivée, elle est nulle, donc elle est inutile pour des questions d'apprentissage. Regardons maintenant d'un peu plus près comment les gradients vont se propager à travers ce sous-réseau de neurones-là. Donc, j'ai ici mon gradient qui provient d'en haut. Donc, encore là, c'est toujours, on se rappelle, le gradient est calculé en fonction de la perte sur nos examens d'entraînement. Je vais avoir un gradient G ici. Et on le sait maintenant, donc, pour retrouver le gradient ici, qui est déjà indiqué, là, donc c'est G fois S. Et le gradient va donc se propager dans cette direction-là. Donc, en bout de ligne, mon réseau A va être capable d'apprendre. Donc, j'ai du gradient qui va circuler ici en tout temps. Maintenant, si on regarde pour la partie ici en bas là, de notre réseau, donc la branche ici. Donc, notre gradient dans cette direction-là, qu'est-ce que ça va être? Ça va être A fois G, donc le gradient qui descend. Et après ça, on le multiplie par la dérivée de la sigmoïde. Je vous la donne ici, la dérivée. La dérivée de la sigmoïde, dans le fond, c'est la sigmoïde fois 1 moins la sigmoïde. Encore là, une fonction qui est quand même relativement douce. Donc, on va toujours avoir un gradient qui peut être faible, par contre, pour des valeurs élevées de la sigmoïde. Mais il reste qu'on a toujours une valeur de gradient qui va continuer à se propager.
Donc, en bout de ligne, j'ai toujours un gradient qui s'en va dans mon réseau C. Donc, ce réseau-là ici va donc être capable d'apprendre. Hein? Rappelez-vous, quand j'ai du gradient, je peux apprendre. Si je n'ai pas de gradient, je ne peux pas apprendre. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on va venir modifier les poids d'un réseau. Donc, conjointement, A et C vont apprendre au fil des examens d'entraînement qu'on va leur montrer, hein, en fonction de la perte de la perte sur la tâche à accomplir. Donc, le gradient sur la perte va bien se propager. Le réseau C va apprendre à laisser passer ou non, selon certaines fractions, le signal A. Et le réseau A va apprendre à faire des features, par exemple, qui peuvent être coupés ou non par le réseau C. Vous voyez, les deux vont apprendre conjointement à une espèce de synergie qui va s'installer pour être capable d'accomplir la tâche le mieux possible. Donc, c'est ce qui explique la raison pourquoi dans les réseaux de neurones profonds, on veut toujours avoir des fonctions qui sont pleinement dérivables et idéalement avec des dérivées qui sont relativement intéressantes, donc qui ne vont pas chuter très rapidement à zéro dans la fonction. Et la sigmoïde, bon, par exemple, elle a quand même certaines difficultés aux extrémités, là, mais il reste qu'elle est de loin préférable à une gate tout ou rien qui, elle, dans le fond, ne nous donne pas des dérivés utiles. Maintenant que vous êtes devenus des experts de la compréhension de l'impact du gradient sur la capacité d'apprentissage d'une gate, on peut maintenant vous poser la question qui s'ensuit. Quelqu'un vous présente cette barrière-là, donc cette gate-là, et il vous dit, ben moi, la fonction j'ai un signal de contrôle, donc A et C, tout ça reste pareil, là. Et donc, j'ai un signal de contrôle, et lorsque le contrôle, dans le fond, du signal, ça va être soit que c'est 0, soit que c'est 1, et j'ai une plage ici qui est linéaire, pour faire varier doucement la quantité de signal A qui va sortir en fonction du signal B. Que pensez-vous de cette idée? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une mauvaise idée? C'est quoi les forces et les faiblesses? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir encore. Alors, premier constat qu'on peut faire, c'est l'idée n'est pas nécessairement si mauvaise que ça. L'idée étant ici que le signal sortant va être entre 0 et A, donc c'est quand même pas mauvais. Une capacité d'avoir peut-être la moitié de A, le tiers de A, ainsi de suite. Par contre, qu'en est-il au niveau de la capacité d'apprentissage? Hein? Qu'est-ce qui va arriver avec le gradient, par exemple, vers le réseau C? Est-ce que le réseau C va toujours être capable d'apprendre? La réponse ici, c'est non. Le réseau C ne va recevoir du gradient, là, par ici, seulement que lorsqu'il est dans la zone, quand l'activation est ici dans la zone linéaire. Dès que l'activation va tomber dans cette zone-là ici, le gradient devient plat. Le signal, le gradient va donc complètement disparaître et le réseau ne va pas apprendre. Donc, un des dangers, c'est que les réseaux se dirigent dans cette région-là et finissent par tomber ici. Et là, il ne va plus vraiment apprendre ou dans cette situation-là. Donc, c'est le problème ici. Le réseau peut tomber peut finir, la gate peut faire une situation où le réseau C finit par ne plus apprendre. J'en profite maintenant pour montrer une nouvelle règle de propagation du gradient. Cette règle-là, c'est pour les situations où on a une couche qui prendrait le maximum de plusieurs entrées. Donc, si vous avez la fonction max, par exemple, on passe en entrée Z1, Z2, Z3, un nombre ici là indéterminé d'entrées. Et dans le fond, la fonction retournerait une seule valeur, qui est le maximum. Je l'ai illustré ici pour 3 entrées, donc Z1, Z2 et 3. Je prends le maximum, donc l'opération ici de mathématiques, c'est l'opération du maximum entre les 3, et je retourne cette valeur-là ici. Donc, dans la situation qui nous intéresse, ça serait la valeur maximum, c'est 7, donc ce serait le 7 qui apparaîtrait ici. Et quand on regarde la propagation du gradient, le gradient qui nous arrive par haut ici, lorsqu'il descend, il va aller uniquement dans une branche, et c'est la branche qui a été activée dans le fond par le maximum. Aucun autre gradient ne va passer. Donc, si j'avais un réseau, par exemple, qui calculait quelque chose ici, un réseau qui calcule ici, un réseau qui calcule quelque chose là, eh bien, il y aurait seulement ce réseau-là ici qui obtiendrait du gradient. Les autres sous-réseaux n'en obtiendraient pas. Donc, pour cet exemple d'entraînement-là précis, seulement cette branche-là ici va obtenir du gradient. C'est présent, ces deux opérations de max-là, c'est par exemple les couches de max pooling qu'on va voir lorsqu'on va, ce sera les CNN. Regardons maintenant la propagation du gradient pour une couche softmax qui est couplée avec la perte par entropie croisée, la cross entropy loss. On avait vu
à quelques capsules précédentes que cette entropie croisée, ça va être dans le fond le logarithme négatif de la sortie Y correspondant à la cible, donc à la valeur réelle, la classe réelle, dans notre jeu de données d'entraînement. Donc, on voit ici la cible vraie. Pour notre problème que nous allons faire ici, ça va être, on va admettre que c'est 2. Si on fait le graphe de calcul, je n'irai pas dans les détails, mais essentiellement, on va avoir un -1, un logarithme, mais aussi donc une valeur au carré. Donc, notre gradient va se propager dans cette direction-là et va venir rentrer maintenant dans, dans notre réseau ici, vous voyez, aller jusqu'au score correspondant à la bonne classe. Si vous vous rappelez, donc la perte entropie croisée ne va pas admettre de perte de ce côté-ci, ni de ce côté-ci. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il va y avoir une perte qui va se propager pour encourager le réseau à modifier les scores qui ne correspondent pas à la bonne classe, ici la classe 1 et la classe 3? Et la réponse, c'est oui, fort heureusement. Comment est-ce que le gradient va se propager vers ces scores-là? C'est via la fonction softmax. Vous voyez ici, la softmax va disperser le gradient dans les autres scores. Donc, essentiellement, même si notre perte d'entropie croisée n'est calculée que pour la bonne valeur, éventuellement, tous les scores, toutes les parties du réseau qui viennent donner des scores pour toutes les classes vont être modifiés. Comment est-ce qu'on calcule le gradient dans une softmax? Je rappelle ici l'équation de la softmax, donc c'est l'exposant d'un score pour une sortie particulière, donc c'est l'exposant du score correspondant divisé par la somme des exposants de tous les scores pour le groupe. Dans ce cas-ci, le groupe, ça va représenter les trois sorties ici. En général, le groupe, ça correspond à tous les scores qu'on a sur notre réseau. Le gradient, lui, on peut le dériver manuellement, mais la preuve vous est fournie ici. Donc, pour la dérivée de une sortie J en fonction d'un score Z, alors ça va dépendre de la relation de ces deux valeurs-là ici. Donc, on voit que si la sortie est la même que le score, donc I égale à J, donc 2, c'est pour cette sortie-ci correspondant à ce score-là, on voit que la dérivée, c'est essentiellement la même chose que la dérivée pour une sigmoïde, donc la sortie fois 1 moins la sortie. Dans le cas où I n'est pas à J, donc par exemple, pour cette sortie ici, ce serait le gradient pour le score 1 ou le score 3. On a ici, donc, ça va être produit entre la sortie 2 et la sortie 3, par exemple. Ou la sortie 2 et la sortie 1. Deux cas. Donc, c'est comme ça qui fait que le gradient qui arrive par ici va finir par être propagé aussi pour toutes les autres scores parce que nous avons cette condition ici. Là. Plus en détail maintenant. Alors, j'ai mon gradient qui va arriver ici par l'entrée, la sortie 2, vu que la cible, c'est 2. Et donc, les gradients pour chacun correspondant à chacun des scores, donc le gradient de ceci par rapport à Z, on retrouve donc, on l'exprime ici de façon mathématique. Donc, on voit par exemple pour le score Z1, donc le gradient, ça va être égal à 0.558 fois 0.14, avec un moins à l'avant, le moins ici. Donc, on voit qu'on a un gradient de moins 0.231. Le gradient pour le score Z2 va être de 0.243 et le gradient pour le score 3 va être égal à moins 0.012. Donc, déjà, on peut commencer à avoir certains patterns qui émergent de ce gradient-là. Donc, un des patterns, c'est que pour les gradients, pour les scores qui ne correspondent pas à la bonne réponse, vont être négatifs. Hein? Et c'est normal. On veut abaisser le score correspondant aux classes qui ne sont pas celles de la cible. Déjà, on voit clin dessus que la mathématique fait la bonne chose. Hein? Et ensuite, plus le score ZJ est élevé par rapport à la cible, donc à ZI, plus le gradient va être négatif. Okay? Donc, ce qu'on veut, c'est que le réseau fasse une plus grande correction puisqu'il a fait une erreur plus grande. On le voit bien ici, par exemple, le score 1.7, hein, je rappelle, la bonne classe, c'est la classe 2. Donc, on voit que le score de la classe 1 est plus élevé que le score de la classe 2, ce qui ne devrait pas être le cas. Il est d'ailleurs quand même relativement élevé. On voit ici le gradient qui est quand même relativement beaucoup plus élevé
que le gradient ici pour la troisième entrée, où le score, lui, est non seulement négatif, mais aussi quand même relativement petit par rapport à la bonne classe. Donc, vous voyez comment notre gradient va corriger, va transmettre l'information, la backpropagation, va transmettre l'information à notre réseau, à notre grille d'optimisation pour dire, voici les régions, les poids que tu devrais corriger afin d'accélérer la bonne complétion de la tâche. La tâche ici étant toujours définie par notre perte, notre fonction de perte. Le manuel du cours apporte aussi une belle interprétation sur le couplage entre la perte par entropie croisée et la softmax. Donc, on se rappelle, la perte par entropie croisée, ça va être moins le logarithme de la sortie du réseau, la sortie de la softmax qui correspond à la cible. Donc, si on prend notre équation ici d'une softmax, on a donc l'équation suivante. Et là, si on applique le log au terme individuellement, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient donc, premièrement, on a un signe moins ici, parce que lorsqu'on a un A divisé par B et on fait un log, dans le fond, ça devient A moins, pardon, le log de A moins le log de B. Et ensuite, on peut appliquer individuellement le log sur chacun des termes. Donc, si vous avez le log de l'exposant de Z cible, donc ça ici, le log et l'exposant vont venir s'annuler. Et aussi, donc, le terme ici, on ne peut pas vraiment le réduire, là, un logarithme d'une somme d'exposants, donc on le conserve ici. Ce qu'on voit maintenant de cette équation-là, on peut encore tirer des conclusions. La première, c'est que plus la cible, plus le score associé à la cible, donc à la bonne classe, augmente, plus la perte diminue. Hein? Vous avez ici le signe moins. L'autre tendance qu'on voit, c'est cette opération ici. Donc, le logarithme d'une somme d'exposants. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on prend un terme ici, une valeur numérique, et on le met à l'exposant, bien, plus la valeur Z est grande par rapport aux autres valeurs du groupe, bien, ce terme-là va devenir rapidement très dominant, de sorte qu'on peut négliger les autres termes, sauf le terme Z qui est le terme dominant. Et par la suite, dans le fond, on fait le log, donc le log va venir enlever l'exposant du terme dominant. Donc, à quelque part ici, cette expression-là, on peut l'approximer par le maximum de tous les scores qui ne sont pas les scores de la cible. Donc, ce que cette perte-là vient faire, comme on a expliqué à la stade précédente, dans le fond, c'est s'attaquer au score ZJ de la classe qui est la plus incorrecte. Et dans le fond, le gradient va être le plus fort pour la diminuer le plus vite possible. Et là, c'est un peu comme si vous aviez une planche avec des clous. Dans le fond, on va taper sur le clou qui dépasse le plus, jusqu'à temps que ce soit un autre clou qui dépasse, puis dans le fond, on va taper dessus, essentiellement. On fait ça on tape quand même sur tous les clous, on va taper plus fort sur le clou qui dépasse. Donc, c'est tout ça le concept de rétroaction lors des apprentissages. D'autres constats sur l'utilisation de la softmax et de la perte par entropie croisée. On avait vu dans le premier cours l'utilisation d'une perte type SVM multiclasse. On a vu aussi la perte par entropie croisée. Maintenant, si on les compare au niveau de l'entraînement, donc la perte multiclasse SVM pourrait atteindre éventuellement 0. Si vous vous rappelez, il y avait une opération de max 0, quelque chose. Donc, éventuellement, si les quelque chose deviennent tous des termes négatifs, bien, le max devient 0. Et donc, quelque part, dès que tous mes exemples sont bien classés au-delà de la marge, eh bien, la perte va être 0. Si j'ai une perte de 0, je vais avoir un gradient de 0. Si j'ai un gradient de 0, l'entraînement, essentiellement, s'arrête. L'optimiseur ne peut plus améliorer les performances, ne peut plus baisser cette perte-là. Pour l'entropie croisée, l'entraînement ne va essentiellement jamais converger complètement, hein, parce que nos sorties ne seront jamais complètement à 0 ou complètement à 1. Au fond, tout ce qui va arriver, c'est qu'au fil des itérations, l'algorithme d'optimisation va pousser les scores Z vers l'infini pour la bonne classe, le score Z infini pour la bonne classe, et va pousser les scores vers l'infini négatif pour les autres scores qui ne correspondent pas à la bonne classe. Aussi, faites bien attention, une sortie softmax entraîne très, très, très mal avec une fonction de perte qui ne contient pas le logarithme. Hein, comme par exemple une perte qui est souvent utilisée en régression, la perte des erreurs au carré. Aussi, si vous êtes intéressé à la biologie, dans la biologie, il y a le concept de lateral inhibition, c'est-à-dire lorsque vous avez un groupe de neurones, un groupe disons, qui contient les neurones A, B, C, eh bien, si le neurone B commence à déclencher,
il va y avoir des inhibitions qui vont se produire pour le neurone A et C. Donc, la softmax a un peu aussi ce concept-là de winner takes all via, si vous vous rappelez, l'opération d'exposant qui a tendance à vouloir faire ressortir rapidement un score qui est plus important que les autres. En conclusion, on a donc vu qu'on doit utiliser des fonctions de perte pour quantifier l'accomplissement d'une tâche. Cette quantification-là, elle est essentielle pour permettre de faire l'entraînement par des algorithmes d'optimisation. On a vu plusieurs types de fonctions de perte. On a vu la SVM multiclasse. On a aussi vu plus en détail dans cette capsule la perte par entropie croisée pour faire des classifications. On a vu aussi qu'on doit combiner la softmax et l'entropie croisée car les deux pertes vont très bien ensemble. On a le logarithme de l'entropie croisée qui vient défaire à des exposants, donc qui vient comme si vous voulez un peu bien mettre à l'échelle les gradients. On a aussi vu l'algorithme de backpropagation, backprop dans nos graphes de calcul. Et cet algorithme-là va nous permettre de façon efficace de calculer toutes les dérivées partielles. Donc, de mettre en lien tous les paramètres, les poids, les biais de notre réseau en fonction de la perte qui est calculée. Et ces dérivées partielles-là vont donc nous permettre de faire la descente de gradient de façon très efficace pour l'apprentissage. Et je le répète encore, le graphe de calcul est essentiel pour être capable d'obtenir rapidement toutes ces dérivées partielles-là. Aussi, on a vu grâce à notre compréhension du gradient comment c'est important d'avoir, parce qu'on a des gates, c'est important d'avoir des gates qui sont dites soft, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser par exemple une sigmoïde pour faire varier graduellement la sortie de la gate de 0 à 1 et non pas utiliser une gate dite dure où on va laisser passer un signal de type, je vous dirais, là, en tout ou rien. Donc, il faut toujours éviter d'avoir ces types de choix-là dans les réseaux de neurones. Voilà, donc ça conclut les différentes capsules pour cette semaine.